France Maghreb 2. Le coup de cœur en ce vendredi et une idée de sortie non seulement pour ce soir et pour demain, et pour en parler mon ami Asdin Zorbi de Passerelle Orly Sud. Bonjour Asdin. Bonjour Christophe, c'est un plaisir de t'avoir au téléphone. Un plaisir partagé. Alors qu'est-ce qui se passe encore du côté d'Orly? Comme dirait mon ami Boyaki, il se passe toujours quelque chose du côté d'Orly. Tout à fait, d'ailleurs j'étais avec lui hier. Écoute, depuis maintenant 3 ans, nous avons un mini-festival qui s'appelle Dialogue Solidaire. Ouais. Tu es au courant que l'année dernière, on avait fait Kerry James, Youssoufa et tout ça autour des textes, lecture de textes autour des violences. C'est ça, oui. Notamment. Et puis il y avait l'ONB, il y avait le documentaire On n'est pas condamné à l'échec. Cette année, Christophe, on a un petit peu recentré autour du grand ensemble des populations qui habitent la ville. Donc, pour ce soir, il y a ce qu'on appelle les mélodies de l'exil. Ouais. Avec Samira Brahmia. L'excellente Samira Brahmia. Son accompagnateur. Alors bouge pas, Asdin, oui. On écoute un peu quelques notes de Samira Brahmia. Oui, avec grand plaisir. Ça va bien bouger sur la scène, Asdin, ce soir avec Samira. Écoute, Christophe, non seulement ça va bien bouger, mais en même temps, il y a une historienne qui accompagne Samira Brahmia. Il y a Khalif Mizi Allawa, qui est le guitariste, la famille, mari, etc., qui sera là. Ouais. Et puis, il y aura plein d'images d'archives autour des femmes de l'émigration, par exemple. Alors là, c'est ce soir, donc à ne pas louper. C'est à quelle heure, Asdin? C'est à 20h30. D'accord. Et c'est au Centre culturel d'Orly. 01 48 90 24 24. 01 48 90 24 24. Et on a mis vraiment le prix d'entrée, un prix dérisoire pour permettre à tous les gens de la communauté et d'autres de venir un petit peu s'inspirer un petit peu de l'histoire de ces femmes qui ont fait la chanson maghrébine. Super. Voilà, ce sera 3 € l'entrée. Ah oui, effectivement, c'est dérisoire. Et demain, Asdin, qu'est-ce qui se passe? Et demain, on va continuer dans la même dynamique. Demain, il y aura une projection d'un documentaire qui s'appelle Chronique d'une ville ordinaire, Orly. Ouais. Et c'est vraiment sur l'histoire des grands ensembles, les gens qui ont habité. Et il y aura un débat avec un philosophe urbain qui s'appelle Thierry Paco. Et il vient de publier Le désastre urbain. Très bien. Donc voilà. Donc rendez-vous à ne pas louper du côté de Orly, du centre culturel à Orly. Avec ce soir l'excellente Samira Brahmia. À ne pas louper à 20h30. C'est organisé. Et Naïma Yahi, effectivement, qu'on salue d'ailleurs. Khalif également, que je salue, mon ami Khalif. Et évidemment ce soir, il n'est pas impossible que je passe par un petit tour, mon cher Asdin, parce que là tu m'as donné envie. Écoute, franchement, ça nous ferait énormément plaisir. Bon, avec grand plaisir, peut-être je vais voir ça avec mon ami Bouriaki. Asdin, Zorbi, merci beaucoup en tout cas, du côté d'Orly et du côté de Passerelle Orly Sud, toujours en actualité. On se reparlera d'ailleurs très bientôt, parce que là je crois qu'il y a un autre événement au mois de novembre, je crois. Tout à fait, avec Souad Massi. L'excellente Souad Massi. Que du lourd avec Asdin. Merci beaucoup mon ami Asdin, à bientôt. Merci Christophe, merci à Radio France Maghreb, merci 1000 fois. À bientôt.
de la grande et belle musique, Samira Bramia, ce soir donc à Orly, à ne pas louper. Merci beaucoup à Asdine Zorbi et toute l'équipe de Passerelle Orly Sud. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Et avant toute chose, sur France Maghreb 2, dans le Grand Forum, France Maghreb 2, partenaire du festival de fest de la culture soufie. Nous y sommes d'ailleurs en direct. Ça débute demain avec la directrice artistique de ce festival, Carole Latifa Amir. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue en direct donc de Fès au Maroc. 12e édition de ce festival. Quelle est sa spécificité, madame la directrice ? Alors déjà, cette 12e édition est placée sous le thème de la culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps. Donc il y a toute une réflexion autour de la culture soufie, notamment un questionnement de savoir ce que aujourd'hui la culture soufie peut apporter à la pensée, peut apporter au débat, aux problématiques actuelles. Donc ce sera autour de tables rondes qui ont lieu la journée. Nous avons la chance de réunir des intellectuels du monde entier, qu'ils soient soufis ou pas forcément. Ils peuvent être aussi philosophes, politologues, etc. Et en soirée, commence alors plutôt ma partie, qui est la partie artistique, avec 2 grandes créations. Une à l'ouverture le 19 octobre, donc après-demain, et une en clôture. Et ensuite, donc tout au long de la semaine, nous avons ce qu'on appelle le Sama, l'oratorio spirituel. Donc ce sont des concerts donnés par les confréries soufis. Donc c'est un peu extraordinaire parce que normalement ces samas ont lieu uniquement au sein des zawiyas. Et là, ils sortent, ils viennent jusqu'au festival se réunir le soir dans un lieu formidable qui accueille toutes les manifestations artistiques du festival, qui est le parc Jnanzbil. Donc tout a lieu sous les citronniers, les bigaradiers, les roses, les jasmins. Donc la spiritualité se mélange au parfum. Voilà. Et on peut dire que quand même vous êtes dans la capitale du soufisme, si je puis dire. En fait, Fès est la capitale spirituelle du Maroc. Alors c'est vrai que le soufisme a sa part dans cette capitale spirituelle, puisque le soufisme n'est autre que l'islam. Voilà. Alors ça démarre demain, ce festival de bon augure, 12e édition, rappelons-le, France Maghreb 2 en est partenaire. Vous attendez beaucoup de monde ? On attend beaucoup de monde en tant que spectateur, environ 2000 personnes, justement dans ce beau jardin Jnanzbil, qui se transforme en théâtre de verdure pour l'occasion, qui accueille 3 grandes voix du chant sacré, Françoise Atlan, qui est connue comme une grande interprète du chant plutôt séfarade, donc de tradition juive, qui a chanté d'ailleurs en mars dernier lorsque le pape est venu rendre visite au roi à Rabat. Il y a également Kuro Pignana, qui est un grand chanteur de flamenco venant d'Espagne, et un enfant de Fès qui est Marwan Hadji, qui est un bel interprète du chant soufi marocain. Et ces 3 grandes voix sont unies par une thématique qui est Al-Shushtari, prince des troubadours, en référence à ce grand poète et guide spirituel du XIIIe siècle, né en Andalousie. Et nous avons voulu souligner en fait par cette création le pont entre les cultures, qui nous paraît fondamental aujourd'hui, une référence à El Andalus, donc cette terre du vivre ensemble, de la tolérance, qui sont des valeurs dont on a grand besoin aujourd'hui.
Carole Latifa Amir, le soleil est, je suppose, au rendez-vous évidemment au Maroc aujourd'hui à Fès. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de suivre au travers de Facebook peut-être cet événement? Exactement, au travers de Facebook, donc notamment grâce à notre précieux partenariat, la radio, donc France Maghreb 2, va diffuser aussi en live, en continu, tous les événements du festival, donc du 19 au 26 octobre. Donc si vous voulez tout suivre et tout savoir sur ce festival, restez bien à l'écoute de France Maghreb 2 et veillez bien justement sur le Facebook de la radio. On va vous retransmettre tous les grands événements de ce festival qui démarre ce samedi, donc demain, et on aura l'occasion d'en parler donc au quotidien sur France Maghreb 2. Merci beaucoup madame la directrice adjointe, directrice artistique de ce festival donc de Fès de la culture soufie. Merci à vous, puis je vous dis à très vite pour des nouvelles toutes fraîches chaque jour du festival. J'y compte bien, merci beaucoup. Au revoir. Voilà pour ce festival donc du côté de Fès où notre ami DJ Nabil se trouve et il a bien de la chance d'ailleurs. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Pour le LGF, c'est vendredi aujourd'hui, ils sont 2 sur 4 à être arrivés déjà, c'est pas mal, hein, on est dans la bonne moyenne. Philippe Bouriaki, comment ça va mon Philippe? Écoute, Hamdoulillah, on a encore le droit de ça ici dans ce pays? Oui, tout va bien, ouais. Ah, fais gaffe maintenant. Non, ça va la barbe, tout va bien, c'est bon. Toujours pas de barbe, toujours pas de taches sur le front, toujours pas de gel là-bas. Tout va bien. Bravo pour l'événement d'hier, 17 octobre à Orly. J'ai envie de remercier d'abord les citoyens et citoyennes qui ont fait le déplacement pour rendre hommage et faire le travail de devoir de mémoire. Je voudrais aussi dire un grand merci aux amis et à la famille du LGF, Gamal et Abdeslam d'être venus. Ah, il y était Gamal. Ah, ouais. Comment ça va mon Gamal? Très bien et toi? Alors c'était bien? C'était extra, franchement je le félicite, c'est courageux d'abord parce qu'il était tout seul quasiment au départ dans l'initiative, et puis surtout c'est parce que c'est pas évident quand la ville n'est pas d'accord de faire le boulot, il l'a fait, chapeau. Ouais. Il faut pour ça chapeau. Donc bravo monsieur Philippe Bouriaki, hein, bon. Messieurs, vous savez qu'on vit dans un climat un petit peu particulier, tendu, on peut le dire. Je salue notre ami Yasser Louati qui visiblement visé par une plainte d'un certain Julien Oudoul qui s'était fait remarquer déjà la semaine dernière en s'en prenant à une femme voilée accompagnée de son fils dans le conseil régional de Bourgogne. Donc Yasser Louati est visé par cette plainte donc de cet individu qui refuse d'ailleurs tout débat, hein. Vous savez qu'il a été sollicité à de nombreuses reprises dans les médias, il refuse tout, hein. Quand on est un lâche, on l'est jusqu'au bout finalement. Enfin, ça dépend. Non, c'est pas vrai, je peux pas te laisser dire ça. Si, moi je te le confirme. Non, il va dans des endroits qui sont complètement propices et qui sont complètement islamophobes. Non, mais je te parle d'un débat avec une femme qui porte le hijab. Non, c'est péché. Il peut pas regarder les femmes. Et les yeux. Contrairement à l'autre là, comment il s'appelle, Jean Messia, à qui j'ai envie de... Ah non mais hier soir c'était trop, vous l'avez regardé sur C8? Messia? Ouais. Non, je regarde plus, c'est un sketch sur pattes. Je dis bravo à Karim Zeribi qui a su garder son calme quand même, bravo. Pour l'instant, tant qu'ils auront Zemmour, je regarde plus C8, Canal+, et CNews. Oui, et puis LCI, hein, parce que quand même... LCI aussi? Ah bah LCI, attendez, t'as eu Eftria qui a dit je déteste la religion musulmane, t'as le journaliste Olivier Gazi qui a comparé le voile à un signe SS. Ça c'est grave. Là-dessus, il a pas complètement c'est chaud quand même. Non, c'est vrai quand même. Philippe Bouriaki, dis pas de conneries. Non, mais il y a Manuel Valls ce matin aussi qui est intervenu. Oui. Mais tout ça, c'est la même trempe. Tu fais attention encore à ce qu'ils disent. Bah oui, quand même. C'est des chaînes d'infos, non? Je sais pas. Il est pas mort, de désinformation. Bon. Très bien. Alors justement, il y a des gens qui se mobilisent et c'est bien, hein, parce qu'il y en a marre au bout d'un moment de subir tout cela. Et il y a une manifestation demain après-midi pour en parler avec nous. Yassa, bonjour Yassa. Bonjour. Bonjour Yassa. Alors présentez-vous un petit peu aux auditrices, aux auditeurs. Vous êtes qui, ma chère Yassa? Quel collectif représentez-vous? Alors, aujourd'hui, je représente le collectif de défense des jeunes du Mantois, donc qui s'est créé au lendemain des interpellations. Mantois, c'est Mantes-la-Jolie, on est d'accord, hein? Mantes-la-Jolie, oui. Au lendemain donc des interpellations de 151 collégiens et lycéens qui manifestaient contre les réformes qui les touchent directement et qui ont été violemment réprimées. Ils ont été agenouillés et l'un des policiers a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux, ce qui a permis de révéler un peu au grand jour ce qui est vécu au quotidien, ce qui est souvent qualifié de discours victimaire,
Mais là, finalement, en fait, ce policier, voilà, son acte est ridicule, malveillant à ce moment-là, mais aujourd'hui, ça sert au collectif qui évidemment mène l'affaire en justice. Alors il y a ça, qu'est-ce qui va se passer demain? Pourquoi vous sollicitez les personnes de toute confession d'ailleurs à venir demain à 14h place de la République à Paris? Alors, donc depuis plusieurs jours, on parle des femmes qui portent le foulard sans elles sur les plateaux télé. Certains écrivent des tribunes, donc elles sont les principales concernées par tout ce remue-ménage médiatique depuis l'agression par cet élu RN de Fatima et donc devant son fils. En plus, l'image elle est tellement Julien Oudoul, forte. Oui, voilà. Julien Oudoul au Conseil régional à Dijon. Donc cette image nous a secoué en tant que mère, en tant que femme. Donc on a un peu observé ce qui se passait. Pour nous, c'était évidemment la goutte de trop, c'était la fois de trop. Et on a patienté, rien ne se faisait, et on s'est vu le lundi, donc avec les mères et les femmes du collectif. Ouais. Et on s'est dit il faut occuper l'espace public. Il faut agir. Il faut agir très vite, à chaud, et réagir à l'instantanéité de l'info, qui concerne principalement les musulmans et plus particulièrement donc ces dernières semaines les femmes musulmanes. Il y a ça, c'est un rassemblement, c'est une marche, c'est quoi? Non, c'est un rassemblement. Donc nous serons statiques, place de la République de 14h à 18h, Inch'Allah. 14h, 18h, donc tout le monde est bienvenu, il y a ça. Et c'est une évidence. Oui, alors pour dénoncer évidemment ce climat islamophobe qui perdure, qui s'accentue dans les médias, demain 14h, 18h. Vous soutenez aussi l'appel qui a été lancé pour une marche cette fois-ci le 27 octobre? Évidemment. Toutes les initiatives qui seront mises en place, de quelque manière qu'il soit, pour dénoncer l'islamophobie, nous serons évidemment présentes aux côtés de celles et ceux qui portent qui porteront en tout cas cette lutte de manière visible. Parce que s'indigner sur les réseaux, ça fait pas avancer la cause. Ouais. Les choses sont suffisamment graves pour ne pas être prises à la légère et rester sur des débats dans les espaces virtuels. Très bien. Eh ben écoutez, merci beaucoup Yassar. On rappelle donc demain à partir de 14h, place de la République à Paris. Tout le monde connaît. Y a pas un truc qui s'appelle les droits de l'homme, là, Gaba, là-bas? Non, c'est pas. C'est du côté de Trocadéro. Les droits de Trocadéro, pardon. Oui, ok. Autant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a une belle place en tout cas. Oui, une belle place. Ils l'ont bien refait. Voilà. Bon, très bien. Donc place de la République demain à 14h, entre 14h et 18h. Vous êtes tous conviés à venir. Parce que c'est le nombre qui fera la force. Et on compte sur toutes et tous, bien entendu, pour venir soutenir cette initiative, cet appel à ce rassemblement demain après-midi à Paris. Merci beaucoup Yassa et bon courage. Au revoir Christophe, merci. Au revoir et à très très bientôt. Au revoir. Avant de parler évidemment d'actualité, on va parler un peu de culture avec notre invité qui est ici présent. Tiens, Jawad Bentama, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous êtes un artiste peintre, plus précisément. Je dois vous avouer que je n'y connais absolument rien concernant cet art, cher Jawad. Mais première question toute basique, vous vivez à New York, oui, aux États-Unis. Exact. Est-ce que le climat qu'on connaît ici, un climat assez peut qualifié d'islamophobe, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est notable aussi à New York? Comment ça se passe? Je pense que c'est deux opposés, et c'est vraiment différent. Moi maintenant quand j'ai quitté New York, quand j'ai quitté Paris, votre atmosphère elle me parle, et maintenant vu que moi je suis baigné, on va dire de quartier populaire, et moi je suis aussi de confession musulmane et de famille musulmane, et aujourd'hui quand j'entre en France et quand j'entends toutes ces horreurs et quand je vois toute cette bêtise humaine, ça me révolte au plus profond de moi-même, du fait que moi je vis à New York depuis plus de 7 ans. Et pourquoi je suis resté toutes ces années? Il faut savoir qu'ils m'ont accepté tel que j'étais, avec toute ma culture, avec tout l'amour que je pouvais apporter, aussi en tant que artiste, peintre, contemporain, musulman, avec père et mère venus du Maroc, enfants d'immigrés. Voilà, ils m'ont accepté tel que j'étais entièrement. Tout a commencé à Saint-Ouen, sur le marché de Saint-Ouen, que tout le monde connaît évidemment. C'est là qu'est devenue cette envie de dessiner? On va dire que l'envie de dessiner venait un petit peu plus tard, à l'âge de 11 ans, avec la rencontre de mon voisin, monsieur Papy Pierrot.
Mais ça ne s'invente pas. Ouais, et non, pardon, on va dire que le marché de Saint-Ouen pour moi était un cadeau. Bien avant, moi j'avais du mal à le vivre parce que j'étais vite confronté à ce monde humain où c'était pas amusant d'aller à la porte de Saint-Ouen sous le pont avec mon père et mon frère Rachid à vendre des conneries quoi, juste pour subvenir aux besoins ouais. Voilà, de la famille. Mais au fur et à mesure du temps, il y a la vie qui m'a fait ce beau cadeau. J'ai fait cette rencontre de Monsieur Papy Pierrot à l'âge de 11 ans et on va dire que c'est quelque chose qui m'est resté entre les mains, quoi. Et à force de faire un gros travail en amont sur moi-même, et il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Bah, mon art, il représente mon enfance à la porte de Saint-Ouen que j'ai retranscrit sur toile, d'où le Mickey qui parle de l'enfant, quoi, qui représente chaque enfant. L'enfant, c'est important d'ailleurs pour vous, hein. C'est ce qui fait un peu votre inspiration. Bah, et on va dire pour moi, et je pense pour la plupart, pour tout le monde, je pense. Ouais. Ouais, à chaque fois que j'ai des débats, on va dire culturels au niveau de l'enfance, de la vie, je pense qu'on se nourrit tous de cette enfance, et la construction de cet enfant fait en sorte que je suis l'homme d'aujourd'hui. En gros, j'ai pris le meilleur de cet enfant et j'essaie d'en sortir le positif, quoi. J'essaie de trouver le positif et le retranscrire un maximum sur toile. Jawad Bentama, pourquoi avoir eu envie de partir de France? Pourquoi ne pas avoir fait carrière ici en France? Ah, belle question. Je suis là pour ça. Ouais, mais vraiment non, mais ouais, elle est percutante. Faut savoir que je faisais plein de petits boulots, mais qui me correspondaient pas. J'ai été en échec scolaire, l'école me réussissait pas du tout. On me disait que j'étais autiste étant plus jeune, on voulait vite me mettre dans des cases qui me ressemblaient pas. Des fois, j'ai récité l'alphabet à l'envers. Je pouvais prendre des crayons, les coller en même, je sais pas. J'avais en gros mon petit monde à moi et vite, on m'a vite mis dans une case qui me correspondait pas. Ça veut dire que j'ai vite été en échec scolaire. Ouais. Ensuite, j'ai été mené à l'âge de 17-18 ans à travailler très vite, à être vendeur, à travailler dans le monde de la restauration. Et je sais pas, au bout d'un moment, je me dis, pardon du terme, mais merde, je suis plus que ça, quoi. Moi, je ne suis pas ce que la société. C'est comme si que la société m'avait donné des aides à la fin du mois, m'avait donné un taf, m'avait donné un club à supporter et que je devais me limiter à ça. Et je me suis dit non, je suis plus que ça. J'ai un art entre les mains, j'ai essayé de le faire parler au sein de la capitale, j'allais voir quelques galeries au Marais à l'époque, je me souviens, ils regardaient à peine ce que je faisais. J'en parlais à des potes, j'avais beaucoup de ricanements, mais j'avais des amis qui croyaient en moi, ils me disaient Jawad, je pense que tu peux développer ton truc, mais la cassure sociale est tellement haute que je me suis dit c'est même pas que ça va être impossible parce que je crois pas en l'impossible, je me suis dit va et deviens. Et j'ai toujours été fan. Il faut savoir que quand on fait partie de ces quartiers populaires, il y a un cadeau où on néglige beaucoup d'où on vient. Ça veut dire que la porte de Clignancourt, il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'antiquaires et étant plus jeune, il parlait beaucoup de Kandinsky, il parlait beaucoup de Paul Klee, il parlait beaucoup de Picasso, il parlait beaucoup de Renoir, de Van Gogh. Et à la finale, je me suis posé, j'ai fait un gros travail sur moi et je voulais savoir d'où ces artistes venaient, et dont un Jean-Michel Basquiat, qui ont tout révolutionné, quoi. Absolument. Et à la finale, je me suis dit, prends ton sac et va à New York. Et au début, l'aventure, elle était juste partie pour quelques mois. Ouais, j'avais un petit visa de 6 mois. Ouais. Et après, ça s'est accéléré rapidement. J'arrive à New York, moi je parle pas du tout anglais, je connais personne. Et la seule chose que je sais faire, et maintenant, je tiens vraiment à le dire, je dis I don't speak English, but I speak art. En gros, je parle pas anglais, mais je parle art. Et en gros, l'art, c'est vraiment quelque chose d'universel. C'est un langage universel, quoi. Ouais, c'est mon langage universel. On pouvait me juger, on pouvait me rigoler au nez en me disant, tu sais pas parler anglais, mais c'est pas grave. Tu sais dessiner. Je sais dessiner, je sais me mettre à nu. Je sais mettre mon âme sur toile et je sais mettre une interprétation sur œuvre, quoi. Et au bout de 6 mois, je suis revenu à Paris au mois de mars. Je suis arrivé là-bas en octobre. Au mois de mars, je suis rentré voir ma famille. Et ma mère a été vraiment plus que bienveillante. C'est pour ça que je tiens à lui faire un gros bisou et vraiment je tiens à la remercier de tout mon cœur parce qu'elle a vraiment changé le cours de ma vie en me disant va mon fils et deviens, parce qu'ici, je pense que c'est pas que tu n'y arriveras pas, ça va être très compliqué. Et une fois que j'ai eu la bénédiction de ma racine, de ma mère, de mes frères, j'ai pris mon sac et je suis parti. Et 2 mois après, j'ai exposé directement dans l'un des quartiers les plus huppés de New York, Manhattan, chez Fred Torres Collaboration. Magnifique, Manhattan. Ouais. Ah oui, magnifique. Et ça veut dire une fois qu'on a regardé mon travail, après, la ville de New York a fait en sorte de regarder mon travail et m'ont dit, tu peux y croire. Et aujourd'hui, vous en vivez?
À moitié. À moitié. Ouais, à moitié, mais ça va. En gros, aujourd'hui, par rapport à ce parcours artistique, la chose où je suis le plus fier, c'est que la vraie scène new-yorkaise m'a vraiment adopté. Mon collectif me considère plus comme un petit Parisien, me considère plus comme Jawad, me considère vraiment comme un New-Yorkais à part entière. Ouais. D'où mon exposition qui va arriver le 13 novembre à Soho, au collectif Con Artist Collective. 329 Broome Street, pardon, je fais un petit peu de pub, mais ouais, non, pour moi c'est un honneur. Je suis le seul artiste français marocain vivant à New York qui fait partie d'un collectif américain. Et voilà, ils m'ont adopté pour je fais partie à part entière de cette famille artistique. Ah, non, il y a aussi une fierté, les gars. Ça c'est les blagues à la Bouriaki, hein, t'inquiète pas. C'est une fierté, ça, Gamal. Oui, il parlait de Jean-Michel Basquiat qui a malheureusement fini tragiquement. Oui, c'est plutôt le street arter par excellence. On parle de Banksy qui est une star internationale dont on ne connaît jamais le visage évidemment. Mais c'est vrai que toutes ces figures-là, j'ai regardé un petit peu ce que vous faites sur Internet. Tu peux me dire pardon. Ouais, bon, se tutoyer là. Ouais, j'ai regardé un petit peu ce que tu fais sur Internet en somme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de fusion de culture américaine, Mickey, les Stormtroopers, tous ces trucs-là, et en même temps un petit peu de street art, et en même temps une vocation, j'imagine, à l'art contemporain. Dans un milieu qui est très fermé, effectivement, Soho, à mon avis, se prête le mieux à cette expression artistique. Et c'est vrai qu'il y a une autre chose qui est une réalité. La culture artistique américaine n'est pas la culture artistique élitiste française. C'est tout à l'heure aligner Picasso, aligner tous les grands artistes modernes, ou pour ce qui concerne la scène artistique de rue, on va l'appeler le street artist, c'est moins reconnu en France, ça a mis du temps à percer parce qu'il y a cette espèce d'élitisme français. Et puis c'est vrai qu'aller dans les galeries, dans le Marais, on nous ferme la porte au nez pour deux raisons. La première, parce qu'on considère pas l'art, le street artiste comme quelqu'un de sérieux, et la fusion de la peinture et de la sculpture, c'est ce qui est ton talent en substance. Et l'autre côté, effectivement, dès qu'on a une couleur un peu trop bronzée, à part aller chez Kamel Menour, il n'y a pas beaucoup de portes qui s'ouvrent. Donc en substance, je le félicite parce que c'est vraiment ambitieux, culotté. Il y a les 100 anglais en plus aux États-Unis, c'est pas un cadeau. À New York, bon, le New-Yorkais est facile à parler, mais quand même, il faut du temps. C'est vrai. Alors, donc, le New-Yorkais est extraordinaire parce que pour y être allé, c'est-à-dire quand vous êtes perdu à Paris, on va t'indiquer tout sauf ton bon chemin. Absolument. Là-bas, ils vont prendre le temps de s'arrêter, te montrer, t'indiquer. Même si tu parles pas la langue comme il se doit, ils vont t'aider, ils vont essayer de... Vraiment, c'est cette population, et je parle de New York parce que c'est la ville que je connais, vraiment, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on fait tout un drame pour des petits pas grand-chose ici. Là-bas, je veux dire, tu vas manger ton sandwich hot dog. D'ailleurs, la plupart sont halal d'ailleurs, parce que c'est beaucoup des Pakistanais qui tiennent ce genre d'endroit. Et le monsieur va faire sa prière dans la rue sans gêner personne. Personne se retourne, personne se regarde de travers. Enfin voilà, c'est extraordinaire quoi. Je veux dire, Jawad, là-bas, on peut y trouver une source d'inspiration quand même dans cette ville. C'est une ville par contre extrêmement bruyante, extrêmement vivante, de jour comme de nuit. Hein. D'ailleurs j'ai une question à poser. Bien sûr, je t'en prie. Ça c'est vraiment de la pure curiosité. Non mais je t'en prie, bien sûr. Giuliani a fait le travail, apparemment c'est devenu une ville extrêmement sécure aujourd'hui, on n'est plus dans les New York. Manhattan est une ville vraiment sécurisée. C'est depuis l'époque il avait fait la loi du carreau cassé. Il faut savoir, moi en 7 ans, jamais la police m'a contrôlé dans la rue. C'est excellent. Jamais, et Dieu seul sait que je suis dans mon collectif, je suis avec des mecs de Queensbridge, je suis avec des mecs qui viennent de Detroit, je suis avec des mecs qui viennent de Los Angeles, je suis vraiment avec le vrai deep street art, je sais pas, bientôt dès que je vais rentrer, vous verrez mon solo show, il y aura vraiment la vraie scène new-yorkaise qui est là, des mecs qui viennent du Bronx et autres, et des fois on peut se retrouver, je sais pas, 20, 30, 40 au sein du collectif, devant la rue, la police va arriver, personne va te toucher, maintenant il faut avoir vraiment un justificatif pour qu'on te touche ou pour que... Je sais pas, pour moi c'est l'ordre de l'intime à ce point, tu vois, pour qu'un... La question justement, c'est intéressant, il vient de dire quelque chose qui correspond pas à la question que j'ai posée. Oui. Quand j'ai parlé de sécurité, je parlais de sécurité citoyenne, et là tu as répondu par la police qui ne contrôle pas. Donc c'est très intéressant, c'est quoi l'approche en fin de compte? L'approche elle est que je me sens vraiment en sécurité. Par rapport à la police? Ouais, par rapport à la police et par rapport aussi à la ville. Castaner va s'occuper de ça tout à l'heure. Après maintenant je te dis ça par rapport à la police, parce que moi je suis pas très mené aussi à traîner dans les rues. J'ai en gros des amis qui font partie du collectif, oui, mais moi je suis pas mené à traîner dans les rues, à faire du graffiti, etc. Là c'est pas du tout de mon c'est pas du tout dans ma voie artistique. Ouais, faire en gros du street art, pas du tout. On peut te suivre où, Jawad?
Maman, on peut me trouver sur les réseaux, tout simplement. Mon nom, c'est Jawad Bentama, tout simplement JAOUAD.Bentama. On connaît bien le prénom Jawad ici. Ouais. Il y a une célébrité. Je l'ai entendu parce que je me suis coupé un petit peu du monde. Il faut savoir, tu sais, quand tu quittes toute ta famille, toute ta racine et que tu viens de Paris, c'est très fort, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai eu un déracinement où aujourd'hui, c'est encore très dur de le vivre. Beaucoup me demandent ce que Paris te manque. C'est même pas Paris me manque, c'est ma famille, mes amis, mes proches. Tout me manque. Après, moi, je suis parti pour vraiment devenir la personne que j'étais à l'intérieur de moi. Et arrivé à New York, il y a 2-3 personnes qui m'ont fait une blague sur un mec qui s'appelle Jawad. Au début, moi, je sais pas du tout qui c'est parce que je me suis coupé du monde. Je regarde pas du tout la télé. Ouais. J'écoute pas trop la radio. Tu bosses quoi. Ouais, non, mais je me suis ouvert à la culture. Je me fais vraiment du mal. Il y a des livres que j'ouvre que j'ai pas envie. Je me force. Je vais à des conservatoires. Je traîne au MoMA Museum. Aujourd'hui, on va dire que je suis membre du MoMA PS1. Je fais partie aussi de plusieurs. Voilà. Tu es membre du MoMA PS1. Ouais, membre du MoMA PS1. T'es toujours pas passé sur PS4? Non, parce que non, j'y arrive pas. Je te montrerai tout à l'heure ma carte. Ouais, bien sûr. MoMA PS1, je suis aussi partie du New Museum. Je m'ouvre à la culture. Je me dis, plus tu t'ouvres à la culture, plus tu te nourris et plus tu t'ouvres à l'humanité. Voilà, messieurs, dames, en tout cas. Un bel exemple d'une réussite signée Jawad Bentama. Oui. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. Dernière question. Pourquoi J'ai une question aussi. Alors, mais calmez-vous là, j'ai de la pub. C'est pas une question, c'est plutôt un constat. Pourquoi Jawad a plus de reconnaissance aux États-Unis qu'en France? Premièrement, c'est culturel aux États-Unis. Le matin, tu as cours. L'après-midi, étant donné que les synapses cognitives fonctionnent moins bien. Surtout après la digestion, c'est un temps qui est donné et propice à l'épanouissement personnel, soit par le sport, soit par l'art. Donc si tu veux, déjà les Américains, quel que soit leur milieu social, ils ont déjà cette touche avec l'art. Alors que nous, en France, l'art est réservé à une élite. Jawad vient de Saint-Ouen, c'est ça? Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt. Ah ouais, tu vois, donc, oui, ça va, c'est frontalier. Et ben, nous, on n'a pas accès à tout ça. Et Jawad, il ne peut pas être prophète sur ces terres. Et c'est ça qui est le plus dingue. Il a un talent de dingue, mais vraiment, sérieusement, c'est impressionnant ce qu'il fait. Moi, je vais montrer, j'ai quelques potes qui font aussi de l'art. Moi, j'arrive pas. Moi, je sais pas dessiner. J'arrive pas à me projeter en perspective, etc. Et le truc le plus fou, c'est que il pourrait exceller dans l'art contemporain. Et tout se ferme et tout se verrouille. Alors moi, je sais même plus qui c'est le ministre de la Culture. Si on laisse nos talents partir à l'étranger, c'est bien dommage pour nous, quoi. Ouais, c'est bien dommage. C'est ici qu'il devrait exceller. Je peux rajouter juste un petit mot à ce niveau-là. Vous savez, il y a beaucoup de frustration du fait que... Alors Jawad, bouge pas, je vais à la pub et on fait les derniers mots dans un instant. D'accord, Jawad? Bouge pas. À tout de suite sur France Maghreb 2. La dernière question signée Gamal Abina. Tarek Mami est dans les parages, vous l'entendez. Et on le salue, il va venir nous rejoindre évidemment pour parler de Yacine Bellatar et de Tunisie aussi. À tout de suite. Pile 17h, une émission très mouvementée avec beaucoup d'invités. On est parti à Fès, on est parti du côté de Mantes-la-Jolie. Nous sommes partis avec Jawad Bentama qui était notre invité du côté de New York où il a fait évidemment carrière là-bas et c'était une belle rencontre, franchement une belle. Et c'est vrai qu'il y en a marre d'entendre toujours des mauvais côtés, j'allais dire de ces gens de la banlieue, etc. Il y a aussi ces gens qui émergent et qui font carrière, qui décident de claquer tout et puis de faire une réussite dans un pays qui s'appelle les États-Unis avec tous les défauts que ce pays peut avoir. Il a aussi cette opportunité, cette facilité de pouvoir aller s'y installer et surtout faire carrière, s'installer tranquillement là-bas. Ce qui est un peu moins facile ici en France, malheureusement. Bonjour Tarek Mami, comment ça va? Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est bien entouré, vendredi. D'habitude c'est Mami, aujourd'hui c'est Abina. Abina c'est Boryaki, c'est Tam Samali, c'est tous les jours. Et puis tous les jours. Voilà, c'est ça. Ça se voit que vous préparez la campagne électorale, mais vous connaîtrez la règle des chroniqueurs candidats. Mais Philippe, là, faut que tu nous expliques quelle campagne. Celle du quiz ou celle d'Orly? Celle du quiz. J'abandonne celle d'Orly si vous me laissez la coupe. Ah ouais, carrément. Non, mais justement, j'allais y venir. C'est quoi la règle? Voilà, vous la connaîtrez fin mars. Fin mars. La règle des candidats aux élections, vous la connaîtrez fin mars. Ça marche. Mais d'ici là, vous avez le temps de vous... Ça marche. Fin mars, il sera élu maire. Non, mais la date, c'est quand? C'est le 15 mars. 15-22. Oui, alors, si c'est le 15, c'est un mois avant. Oui, voilà. D'accord. Donc 15 mars, ça sera 15 février. Ça marche. Bon, alors. Ça s'appelle un droit d'abstinence médiatique. Wow.
Je connais pas ça, moi. En fait, il pourra venir pour le quiz, mais non, ça n'existe pas. C'est Tariq Mami qui l'a installé. Ah oui. Pardon. Pas grave. Parce que juridiquement, c'est juste si un candidat s'exprime, il faut juste que aller chercher tous les autres pour les amener ici. Non, alors pas forcément les faire exprimer, mais en tout cas faire référence. Non, c'est pas suffisant parce que ça dépend après de l'audience, de la notoriété de la radio. D'accord. Et je peux vous raconter cher Christophe, comme d'habitude 10 secondes. Une fois pendant la campagne électorale à Meaux, je fais le choix d'aller faire une interview pour le candidat socialiste qui à l'époque était challenger de monsieur le maire de Meaux, monsieur Chocolat, là, gâteau et tout ça. Et je peux vous dire que 3 jours après, je reçois un coup de téléphone de son attaché de presse qui me dit qu'il est révolté du fait qu'on ait donné la parole et pas la même proportionnalité à l'autre candidat. Et comme ils étaient au pouvoir à l'époque, donc on avait intérêt à lui donner la proportionnalité. Vous voyez comment ça se passe. Voilà, vous avez collaboré. Vous voyez comment ça licence, monsieur Mami, vous avez collaboré. C'est ce que vous êtes en train de me dire. On collabore pas. En même temps, il devait être challenger de très loin quand même, le gars. Parce que on collabore avec les plus forts. Non, mais voilà. Donc, vous savez, nous. Vous voyez comment ça se deal. Non, mais nous, on est le genre de personnes qui ne vont pas les gens, mais qui parlent. La phrase exacte va me revenir chez Audiard encore une fois. Moi, je ne balance pas. Comment il dit? Alors moi, je balance pas, mais j'évoque. Donc nous, on évoque, on balance pas. Bon, je viendrai quand même de force. Messieurs, on va parler de ce qui s'est passé parce qu'on l'a appris hier. Cette polémique sur le voile toujours et encore. Yacine Bellatar démissionne du conseil de la ville. Dans une lettre à Emmanuel Macron, indique: je ne participerai pas car je ne cautionne pas. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une bonne décision de sa part? En majorité ils disent oui, mais il y a aussi des commentaires qui lui disent bah non, c'est pas bien de quitter le navire finalement quand on peut peut-être avoir un rôle à jouer. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe qu'on va démissionner et qu'on va tout lâcher. Quelle est votre position, monsieur Mami, sur j'ai contacté Yacine Bellatar. Je dois dire que je suis assez surpris parce que je lui propose effectivement de pouvoir s'exprimer, de nous expliquer un petit peu sa démarche. Après lui avoir bien expliqué ce que j'attendais de lui, il me dit dans quel cadre. Bon, je dis sauf si je parle pas français ou il y a un problème. Donc monsieur Bellatar visiblement ne souhaite pas s'exprimer, du moins ici. C'est noté. Mais monsieur Mami, est-ce que il a bien fait de quitter ce fameux conseil de la ville là, monsieur Bellatar? Première seconde, il a eu tort. Quand on est à l'intérieur du système, on ne quitte pas le système, ne serait-ce que pour comprendre comment fonctionnent les rouages, pour faire de la transmission culturelle et politique. Donc, sur ce point-là, il a tort. 2, qui a entendu parler de monsieur Bellatar dans ce conseil, en dehors de la polémique qui a eu lieu quand lui, il a un problème, et qu'il s'est vanté publiquement d'avoir échangé un SMS avec le président de la République. Donc, c'est un type qui se met, lui, en valeur, et pas la cause dans laquelle nous prétendons ici, à tort, probablement, défendre. La 3e, quand un homme ne s'explique pas sur le fondement de son geste en dehors de la lettre, ce qu'il a tort, il doit aller courir dans tous les plateaux, non pas pour reconforter les gens, mais pour expliquer le pourquoi du comment. Et je pense qu'il est dans une situation dans laquelle il peut pas faire, d'autant plus que vous connaissez sa dernière affaire. Et comme dirait Tariq Ramadan, on ne commente pas les affaires en justice. Farid Tabsamani, il a tort, Bellatar, de démissionner, de se mettre ainsi en retrait? D'interpeller aussi le président de la République? Franchement, à la base, j'ai vraiment pas d'idée en la matière parce que alors moi j'étais à la base contre ce conseil présidentiel des villes parce que je trouvais qu'en fait c'est mon avis personnel qui ne servait strictement à rien quand on connaît vraiment comment fonctionne la machine étatique et politique du pays. Donc ça c'est mon avis, mais il n'est pas tout seul. Il faut quand même aussi reconnaître, c'est qu'il n'est pas tout seul membre de ce conseil national des villes. Ensuite, sur le fait que l'humoriste y participe déjà. Ça interpelle? Moi, autant avec tout le talent qu'il avait jusqu'au sketch sur les riffs. Je l'ai pas entendu, on m'en a parlé, mais voilà. Bon, je le taquine, mais il a été à Molenbeek en plus. Non, peu importe. Riff, Molenbeek. En fait, il y a deux choses. Moi, je suis très embêté parce que il faut reconnaître deux choses. Il y a l'humoriste qui a un certain talent qu'il faut quand même reconnaître. Je ne suis pas toujours d'accord sur cette prise de position. Moi, je suis d'ailleurs je suis un peu perplexe lorsque même si c'est son droit le plus total parce qu'il a aussi une expérience, etc. Mais il n'a pas de légitimité, c'est ce que je veux nous dire, Farid? Non, probablement que lui, d'autres personnes n'ont pas forcément la légitimité et pourtant il s'exprime sur les sujets. Moi, je suis un peu
toujours un peu embêté. Maintenant, sur le fait qu'il quitte le conseil présidentiel, des villes. Oui. En termes de communication, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Sur le fond, je pense que on va pas se mentir, les gens s'en foutent royalement. Maintenant, sur le fond, c'est-à-dire, est-ce que, il ne cautionne pas un certain nombre de choses. C'est toujours pareil quand on est à ce stade, à ce niveau-là, c'est qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Ouais. On cautionne pas quoi? La politique gouvernementale, elle n'a pas commencé aujourd'hui. C'est sûr. Elle a commencé en 2017. Bon, on peut avoir un avis positif ou négatif globalement sur le nombre de sujets. On n'est peut-être pas toujours d'accord sur tout. Est-ce que c'est aujourd'hui? Vous savez, c'est comme les gens dans les conseils municipaux qui, à l'approche des élections municipales, vont tous quitter la majorité parce qu'ils veulent tous se présenter par eux-mêmes. C'est leur droit le plus total. Moi, je pense qu'il faut avoir un minimum d'honnêteté. Alors, je pense que Yacine Bellatar, et c'est mon avis que personnel, est un humoriste de talent, que d'un point de vue des rouages politiques, peut-être, mais je mets entre guillemets peut-être qu'il lui manque certains éléments. Et j'avais exprimé les choses notamment lorsque, à ma grande surprise, Yacine Bellatar s'exprimait sur les sujets notamment liés à l'islam. Moi, j'ai toujours du mal lorsque j'entends des gens parler d'islam et qui n'ont pas les études en la matière, mais à côté de ça, c'est un personnage qui est plutôt sympathique. Je pense que il faut aussi faire en sorte que il y a un contexte global, il n'y a pas que lui qui s'exprime sur le sujet. Probablement mais il parle pas théologie, il parle surtout d'un climat ambiant que tout le monde peut évoquer, je veux dire. Alors c'est mon avis. Je pense que beaucoup de gens ne partagent pas toujours. Mais je pense que il y a aussi beaucoup une certaine notoriété. Il était présent à la télé, il était chroniqueur dans des émissions, il a démissionné, vous en souvenez? Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais moi je pense que il a. Quand il y en a, ça va. On appelle ça. On dit que ça va pas. Exactement. Mais je suis complètement d'accord. On n'est jamais content de toute façon. On n'est jamais content. Je pense qu'il fait des bons Français finalement. Il fait partie et complètement. Des bons Français râleurs. Il fait partie. Moi, je pense qu'il fait partie de ce qu'on appelle les influenceurs. Oui. Du moment. C'est une vérité. Je suis parfois d'accord avec lui. Parfois, je suis moins d'accord avec lui. Sur le riff, surtout. Sur le sketch du riff, mais je pense que qu'il a été très on va dire. Je vais dire maladroit. Je vais être gentil. Tu peux l'écouter ou pas? Non, je l'ai pas. Sur son sketch. Après, il faut pas oublier parce que du coup les gens et d'ailleurs moi le premier, qui lui font le reproche, c'est dans un cadre humoristique. Moi, ça m'embête parce que je suis clairement affecté par son sketch. Mais probablement que lui dira que on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je mets ça vraiment en bémol. Surtout quand ça te touche, Farid, on peut pas rire. Quand ça te touche, on peut pas rire. Non, c'est en fait, on fait la même chose sur l'Algérie d'à côté. Absolument. Et je peux te dire une chose, il y a des gens qui sont prêts à l'enterrer. C'est clair. Quoi? Qu'est-ce que ça dit sur l'Algérie? Tu comprends? Voilà. La seule question, c'est que comme on parle du RIF, donc en fait, ça intéresse beaucoup moins de monde. Et bon, moi je suis absolument pas complotiste comme certains peuvent le dire sur le fait que c'était téléguidé ou pas. Je pense que c'est vraiment de l'humour de sa part. Voilà, moi ça me touche, donc du coup Bon, d'accord, on a bien compris ta position. Et je laisse la parole à mon camarade. Mais là, apparemment, moi je vais être le sketch sur le riff l'a tellement touché que là, il faisait son capital parole là. Non mais là je comprends. Gamal. Je comprends. D'abord, je vais être très tranchant. Déjà, on va commencer par ce qu'il y a. Calme-toi, on n'a pas besoin d'ennemis en ce moment. Non, c'est pas les ennemis, mais j'ai aucune sympathie pour le personnage de Bellatar, aucune depuis le premier jour où je l'ai vu. Son sketch sur le riff est une horreur insultante. C'est une horreur qui insulte la mémoire de martyrs. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Ça l'a amusé de dire que Hassan II a retiré l'eau au Rif. Il oublie que Hassan II a bombardé le Rif et a massacré sa propre population. On en parle beaucoup pour Saddam Hussein. Hassan II a fait la même chose. Ensuite, ça l'amuse de dire qu'après Mohamed VI a remis la lumière. Ça l'a peut-être fait rire, mais il oublie que c'est quand même le Rif qui a été la population la plus martyrisée du Maroc. 200 000 morts gazés par le gaz moutarde français et espagnol fabriqué par les Allemands. C'est ça le Rif. Le Rif, c'est le peuple martyr qui a lutté et qui a libéré pour la première fois un État africain. Le Rif, c'est Abdelkrim Khattabi pour lequel je rends le plus grand des hommages. D'ailleurs, en Algérie, on rend tellement hommage qu'il y a un boulevard Abdelkrim Khattabi. Le Rif, c'est un peuple martyr qui non seulement ne mérite pas d'être moqué, mais mérite d'être encensé. Et quand monsieur Yacine Bellatar fait de l'humour de tarte à la crème en se moquant d'un peuple, et après, quand tous les riffins qui ont une dignité lui rappellent un petit peu à l'ordre le comportement de dignité qu'il aurait dû adopter le jour où il a fait sa mauvaise blague, parce qu'il ne les a pas seulement traités d'arriérés, de montagnards, sauvages, c'est comme ça qu'il a dit, et que les mauvais Marocains c'est les riffins et que les bons Marocains c'est lui, c'est
ce qu'il a dit, c'est son sketch. Je suis désolé, moi ça me fait pas rire de voir qu'on se moque de Il est pas marocain, lui. Il est marocain. Il se moque d'un peuple en disant nous les bons marocains, mais vous ne connaissez pas les méchants marocains. En gros les rifains, les perfecteurs. Ben ça c'est intolérable de sa part. Et en plus ça témoigne deux choses. Une ignorance crasse de sa propre histoire, ce qui est quand même grave. Et une seconde chose, une insulte sur la mémoire des martyrs. Il a bien fait nous dire notre ami Farid que si ça avait été un sketch fait sur les Algériens, sur notre martyr, et on l'a fêté hier, le commémoré le 17 octobre, il aurait certainement pas pris juste des critiques ou des insultes. Alors aujourd'hui, il faut être très clair. Maintenant, deuxième aspect de la question, à savoir, est-ce que Yacine Bellatar a bien fait démissionner? Je trouve inadmissible qu'il ait été nommé à ce poste. Je trouve détestable. On a parlé de l'humoriste qui est venu la dernière fois. Je comprends pourquoi il a refusé de venir ici. Vaut mieux. Il serait nul, il aurait des couleurs. Je trouve inadmissible que ce comique, que je trouve pas marrant au demeurant, parce que franchement, ces petites blagounettes, toujours tendancieuses. Non, il y a des gens qui me font rire. Dieudonné m'a fait rire à une époque, plus aujourd'hui. Il y a des grands humoristes qui me font rire. Moi, j'aime beaucoup Haroun. J'aime beaucoup les gens qui ont un humour qui est fin et pas tarte à la crème, un humour qui est capable de critiquer une situation en la réfléchissant, et un humour qui a un recul suffisamment intelligent pour nous faire des contre-pieds intelligents. Bellatar, c'est toujours des petites blagues comme ça. Il est bon stand-upper, ça, il y a pas de problème. C'est un bon stand-upper, mais en sketch en lui-même, il est pas très bon. Alors pour ce qui concerne l'humoriste, je n'accepte pas que le gouvernement se moque de nous en prenant un type qui n'est même pas des quartiers d'ailleurs, c'est un type qui a vécu en pavillon, et en nous le mettant comme un expert de la banlieue. Au nom de quoi un comique nous représente? On est des singes, on est des clowns, ça c'est pas normal. Donc effectivement, il n'avait rien à faire à ce poste, et effectivement, le fait qu'il démissionne n'est juste que le témoignage d'une chose, c'est la démission d'un homme qui veut se montrer. Il a bien croqué dans la pomme, il a été rincé pendant 2 ans quand même, je le rappelle, il était bien rémunéré pour ce poste. Et finalement, à quoi servait ce ministère? À rien. Encore une fois, c'était inutile de l'avoir. C'est un ministère, c'est un conseil. Enfin, un conseil, et il n'est pas payé. Il y a des frais. Voilà. Ah, c'est bénévole. Donc c'est pour la gloire. Excusez-moi. Là, je retire ce que j'ai dit. Il y a quelques frais de déplacement. Voilà. Donc il y a toujours des petits avantages à côté. Mais bon, au-delà de ça, on salue le président une fois par mois. Donc c'est mignon, quoi. Et puis on a son numéro de téléphone, semble-t-il, le SMS. Non, ce qui se passe en substance, c'est qu'il faut arrêter, il faut nous prendre au sérieux. Que Karim Amelal, qui a été nommé là-dedans, soit dedans, je le comprends. C'est quand même un gars qui était dans les quartiers. Que notre amère Nadir Kaya soit dedans. Non mais qui était dedans, c'était logique au départ. Nadir Kaya ou des gens comme ça, oui, des gens de terrain. Mais qu'un humoriste soit dedans, il faut arrêter de délirer quand même. Il y a des limites à la blague. Bon, Philippe, est-ce que tu vas nous réconcilier avec Yacine Bellatar ou pas? Ben moi je vais vous réconcilier, c'est un pote. Ouais. C'est mon pote, Yacine. Moi je suis pote avec tout le monde. Je retire tout. Ah ben merci. Alors, non. Il doit habiter à Orly, peut-être, bon électeur. Non mais il prend l'avion à Orly, donc on va essayer de lui faire. Voilà. Essayer de. Bravo, monsieur. Non mais non mais blague à part. Non mais je voulais faire une blague et après je me suis dit c'est super tendu. Non mais fais-toi avec les blagues, ça peut pas plus rire ici dans ce pays. Ils vont. Non, t'as vu comment ils sont là. Là où moi je remercie juste. Il a sa bombe lacrymogène devant lui. Pardonne-moi Philippe, moi je remercie Gamal parce que Gamal, on peut pas lui taxer, on peut pas le taxer d'être rifin ou proche enfin proche probablement idéologiquement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le gaz moutarde, nous dans nos familles, à chaque fois quand on a un enfant, quand on sait que nos épouses sont enceintes, on a un risque. Ouais. Je voulais faire une vanne et après je me suis rendu compte qu'elle allait être pourrie. Moi dans ma famille, il y a des gens qui, quand ils naissent, parce que ils naissent soit au Maroc, soit dans des conditions qui sont pas celles des hôpitaux et des cliniques françaises, ben il y a une fois sur, je veux pas dire, je connais pas la statistique exacte, mais une fois sur 5, une fois sur 10, la 100% de chance d'être effectivement atteint d'un handicap très 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 lourd. Donc oui, c'est les conséquences à long terme. Après moi je vais être honnête intellectuellement, dans le sens où il l'a fait dans un sketch. Moi, ce sketch me fait pas rire, mais comme probablement d'autres sketchs me font pas rire. Ensuite, ça me touche à titre personnel, mais probablement que Yacine Bellatar, sur cette partie-là, probablement a une excuse. Probablement qu'il va, même si ça me fait pas rire, probablement qu'il va me dire, mais Farid, c'est de l'humour, etc., etc. Pardonne-moi, Philippe. Non, mais tu as raison. Bon, je trouve qu'il prend trop de temps pour ce qu'il a fait et qu'il vaut pas la peine qu'on en parle. Un peu plus. Bon, d'accord. Vous voyez comment je suis censuré dans cette émission? Non, mais pas son coup direct. Est-ce qu'il a bien fait? Non, écoute, est-ce qu'il a bien fait de démissionner? Pour revenir au sketch. Connaissant Yacine, à titre personnel, c'est souvent des messages politiques qu'il fait passer. Et moi, je pense, vous avez bien vu régulièrement, on m'a surnommé le Bafi de l'équipe. Merci, c'est un honneur d'être le Bafi de l'équipe. Parce que je reconnais le talent mais jamais au cinéma. Mais vraiment. En fait, c'est parce que vous lui ressemblez physiquement, pas dans ce que vous dites. Tu vois? Non, mais moi, je pense que vraiment, avec l'humour, on peut faire passer plein de messages qu'on peut pas faire passer en sérieux. Maintenant, je comprends. Attends, tu l'as pas vu le sketch? Non, mais je l'ai pas vu. Je vais le regarder. Mais si tu dis que c'est un message politique, en fait, c'est complètement l'inverse. C'est l'enfance, en fait. Non, je dis que dans la. Il a le droit de s'exprimer ou quoi? C'est comment dans cette émission là? Visiblement, les Amazigh là, ils sont en mode avec leur
Je suis un arabe, moi. Ouais, c'est vrai, toi, t'es un vrai arabe en plus. Non, parce que souvent, en tout cas, Yacine, via des calembours et des blagues carambars, fait passer des messages politiques comme faisait à l'époque Coluche. Je ne compare pas Yacine à Coluche. Heureusement pour Coluche. Chacun, mais moi régulièrement, tu vois, quand je parle, Monsieur Mami, arrêtez, on n'a pas assez d'ennemis comme ça. Ça suffit. Taisez-vous, taisez-vous, Monsieur Mami. Vous inquiétez pas, ils sont déjà ils sont nos collègues. Sur le conseil du ministère de la ville de je sais pas quoi, le truc mis en Macron. Moi, je vous dis, et les justices sont les socialistes aussi, hein, c'est bien. Ouais, mais alors, non, c'est une invention de Macron. C'est une invention. Le nom a changé. Non, c'est autre chose. C'est un autre. Mais la structure existait. Non. Non, mais on ne dit pas non, Farid. Mais je vous promets, on en parlera la semaine prochaine. Il y a le Conseil national des villes qui est une chose. Bouge pas, dans lequel j'appelle. Non, mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ouais. Il y avait ce truc-là? Non? T'es avec Julie? Bon, on se rappelle. Pardon, Philippe. Non, mais il y a pas de souci. Merci. C'est sympa. Vive le LGF. Bon. Est-ce qu'il a eu raison de démissionner? Oui, non? Ben, il aurait même pas dû y aller dès le départ parce qu'il servait de caution politique à Micron. Bon, en tout cas, vous continuez de voter, de répondre à cette question. Vous êtes en large majorité à dire oui. Il a eu raison de démissionner. C'est ce que vous nous dites, en tout cas, sur Facebook. Ah, tu vois? Les auditeurs s'expriment sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. On va parler un peu des thunes. Des Tunisiens. Pas des thunes, pas des flouses. Les Tunisiens parce que, il y a un nouveau président. Psartek, monsieur Mami. Kais Saied, nouveau président. C'est quoi il n'était pas connu, un peu comme Macron. Il est venu de nulle part et il a été élu président de la Tunisie. Il faut lui souhaiter du bien quand même. Hein. Non mais franchement, Tarek Mami, juste une chose à faire remarquer. Même si les Tunisiens, le peuple tunisien, on peut ne pas comprendre ses choix, etc., peut faire n'importe quoi. Mais quoi qu'il en soit, son choix, le choix du peuple tunisien, il est plus guidé par qui que ce soit. Et c'est lui. C'est là que tu te trompes. Donc, aujourd'hui, son avenir entre les mains. À tout de suite. Là, c'est complètement téléguidé. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Farid Tamsamani, Gamal Abina, Philippe Boyaki, ils sont tous là. Vous savez que c'est difficile pour moi de gérer tout ce beau monde, hein, quand même. Bon, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. On va parler de la Tunisie, parce que depuis dimanche dernier, effectivement, la Tunisie a un nouveau président, Kais Saied, donc qui a été élu président. Comment ça va, faut pas insulter le nom du nouveau président. J'insulte personne, moi. C'est Kais Saied. Kais Saied. Avec un E entre le A et le D. Donc, effectivement. Saïd. Effectivement. Merci de m'avoir rectifié. Donc Tarek Mami nous a fait un petit papier pour illustrer un petit peu ce qu'il appelle l'énigme Kais Saied. Jingle, on y va. Alors, attendez, oui, il y a juste un petit problème, on n'est pas à l'Aïd, tout va bien. Allez, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Titre de votre avis tranché, cher Tarek, l'énigme Kais Saied. Le tourbillon des élections présidentielles et législatives tunisiennes vient de se clore. Les élections législatives consacrent une victoire à la Pérus du parti Ennahda, qui a perdu le 2/3 de ses électeurs d'octobre 2011. Les élections présidentielles consacrent l'élection d'un homme énigme, l'universitaire Kais Saied, dans un véritable plébiscite populaire. La Tunisie se dirigeait tranquillement vers ses 3e élections depuis la chute du défunt président Ben Ali. Ces élections étaient prévues initialement pour se tenir le 6 octobre pour les législatives et en novembre pour les présidentielles. La mort du président Beji Caid Essebsi le 25 juillet 2019, fête de la journée de l'indépendance en Tunisie, précipite l'histoire de la Tunisie, change la structure des élections et fait avancer l'élection présidentielle pour la faire encadrer l'élection législative. Un marathon électoral s'installe. Le 15 septembre, premier tour de la présidentielle. Le 6 octobre, élection législative en un seul tour. Et le 13 octobre, le 2e tour des présidentielles. Pendant ce mois, la Tunisie vit à la fois un grand mouvement d'espoir, une grande turbulence politique, une effervescence de la rue, où chacun devient analyste politique et chroniqueur pour son entourage, et un déchaînement médiatique indescriptible, principalement sur les réseaux sociaux, et à la tête d'affiche en Tunisie qu'est Facebook. Plus de 20 millions de comptes pour un pays qui compte 12 millions d'habitants. Le tout accouche aux législatives d'une victoire à la Pérus du parti
islamique Ennahda, qui a perdu les 2/3 de ses électeurs d'octobre 2011, en passant de 1 500 000 voix en 2011 à 800 000 voix en 2014, à 400 000 voix en 2019, et en termes de sièges, de 89 sièges en 2011 à 69 sièges en 2014 et 52 sièges en 2019, sur une Assemblée nationale de 217 sièges. L'élection présidentielle consacre l'élection de l'universitaire Kais Saïd dans un véritable plébiscite populaire. Sa victoire est nette. Elle ne souffre aucune contestation. 72% des électeurs participants l'ont choisi. Il recueille près de 2,7 millions de voix sur 4 millions de votants, sur un col électoral de 7 millions d'inscrits. La légitimité électorale du nouvel occupant de Carthage, le 7e depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956, est totale. Elle a été reconnue dans la foulée de sa prononciation par son adversaire. Mais, parce qu'en politique il y a toujours un mais, dès l'élection du nouveau président, un nouveau lexique politique fleurit et envahit les analyses politiques. Avant son élection, il était qualifié de Robocop pour son timbre de voix saccadé au Robespierre, pour le ton solennel et quasi militaire de ses interventions proclamées sur un ton qui ne souffre ni contestation, ni réponse, ni interrogation. Après son élection, il devient le Sphinx ou l'homme énigme. Son programme politique dans la bouche de ses partisans est un homme de valeur, entendre valeur morale, un homme de principe, un homme propre, entendre exempt de toute corruption, la maladie qui gangrène la société tunisienne et surtout de sa classe politique et de sa caste économique supérieure qui gère l'économie informelle de la Tunisie. Énigmatique en effet est cet homme qui a certes marqué de sa présence les manifestations de rue de la Tunisie post-Ben Ali, période qui a vu une naissance des agoras tunisiennes sur le principe un homme une voix, un homme un débat, qui s'est imposé à tous, avec sa langue arabe châtiée, qui l'a fait sortir de l'université à la rue pour la promener de trottoir en trottoir et de café au marché populaire. Il s'est imposé dans l'univers mental des Tunisiens et surtout des plus jeunes, les plus éduqués, orphelins d'un homme fort et déboussolés par la prise de pouvoir de la parole de la rue. Il fascine par ses paroles, par sa haute taille, par le ton de sa voix et par ses longs silences quand il laisse les jeunes développer leur frustration et espoir avant de la répandre dans une sorte de « je vous ai compris », sans emphase, sans le dire explicitement, probablement retenant le fait que cette malheureuse phrase a été dite par Ben Ali juste avant sa déchéance. Énigmatique, en effet, cet homme qui ne développe pas de programme économique ni de méthode pour faire reculer le chômage et la pauvreté qui déchire la société tunisienne. Énigmatique, en effet, est cet homme qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas présenté de candidat aux élections législatives sous sa bannière. Lui, qui est professeur de droit constitutionnel, sait parfaitement que la Tunisie est aujourd'hui sous un régime parlementaire, où les pouvoirs du président de la République sont quasi nuls. Énigmatique, en effet, cet homme qui croit que par la seule force de la loi, il va pouvoir reformer la société et la remettre au travail et à la productivité. Énigmatique, en effet, cet homme pour qui la vertu de l'homme propre et non corrompu entraînera la société dans la vertu et l'amour de l'autre. Énigmatique, en effet, cet homme qui apparaît pour certains comme un grand naïf, ou pour d'autres comme un grand manipulateur des foules, qui cache bien son jeu, certains voyant en lui un messie des temps modernes, d'autres voient en lui un gourou, un télé-évangéliste à la musulmane, qui fait marcher les gens devant lui et derrière lui. Enfin, énigmatique est en effet cet homme. Les années à venir de son mandat nous diront qui est Kais Saïd, le professeur assistant de l'université, qui passe directement de son amphithéâtre au palais de Carthage, sans avoir créé ou géré une entreprise économique, sans avoir pratiqué les arcanes de l'administration tunisienne, ni en tant qu'élu, ni en tant que fonctionnaire. Merci Tarek Pami pour cette présentation, mais j'ai envie de dire, c'est un beau message, non ? Justement, il n'a pas, en prenant ainsi votre dernière phrase, sans avoir fait de politique, entre guillemets, sans avoir de parti, il est arrivé quand même au poste suprême. Et quand tout à l'heure je disais, peut-être à tort, je sais pas, vous allez être là en tout cas pour me contredire,
c'est le peuple tunisien qui a choisi. Son choix n'a pas été dicté par Bruxelles ou par qui que ce soit. Là, c'est lui qui a pris son avenir entre ses mains et qui a choisi cet homme. Non ? C'est ce que j'ai écrit. La légitimité électorale est là. Elle est nette, elle est sans bavure. La victoire est là. Oui. Reste l'analyse politique de la situation d'après victoire. Donc, est-ce que le peuple tunisien a fait le bon choix ? À la fin de son mandat, nous verrons. Pour moi, est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet ? Oui. Alors, il y a deux raisons principales, cher Christophe, qui font qu'on doit être inquiet. Oui. La première, c'est que la non-maîtrise du fonctionnement de l'administration tunisienne, comme toutes les administrations, est très compliquée. C'est un constitutionnaliste, quand même. Oui, non, mais il connaît pas comment, quand on envoie une note à un chef de service, quel est le chemin que la note prenne pour être exécutée ou pas. Macron, on peut pas dire qu'il avait une haute expérience de la politique quand même avant. Et il a pris un peu la précaution, ou ceux qui l'ont placé là où il est ont pris la précaution de l'installer pendant 2 ans auparavant. Oui, c'est vrai. Au ministère à Bercy, un petit peu. Il avait donc après. La deuxième inquiétude, c'est pas de programme économique et ce n'est pas avec la bonne parole qu'on fait marcher le pays. Troisième chose, et je l'ai dit, le régime parlementaire, le président peut prendre toutes les initiatives juridiques constitutionnelles qu'il veut. Si le Parlement derrière ne vote pas la loi, il n'y a pas de loi. Oui. Voilà l'inquiétude pour la Tunisie. Très bien. Alors, est-ce que vous partagez l'inquiétude de Tarek Mami, cher Farid ? Je respecte l'inquiétude de Tarek Mami, qui connaît probablement la situation politique en Tunisie, c'est même pas probablement, c'est même certain, beaucoup mieux que moi. Moi, j'étais plutôt inquiet. Alors du coup, j'étais un peu loin. J'étais plutôt inquiet d'une éventuelle victoire de Karoui à l'élection présidentielle, qui pour moi aurait amené le pays dans une crise politique et institutionnelle beaucoup plus complexe, parce que à l'époque, il était effectivement emprisonné. Là, on va voir comment ça va se passer. Je reconnais effectivement que le président qui a été élu souverainement par le peuple tunisien a très peu d'expérience, malgré son âge d'une certaine manière, ni des arcanes politiques, ni même du monde de l'entreprise ou même de la diplomatie. Ouais. C'est un homme qui n'a pas voyagé depuis 2014 et il fait fierté de ne pas avoir de passeport aujourd'hui. Voilà. Moi, je pense qu'il va très très vite être briefé naturellement par ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il risque de faire quelques petites boulettes, à mon avis, également une. Ah, laquelle Le soir de son élection, dans ce premier message de remerciement, un journaliste lui dit: vous allez partir où comme premier voyage? Il répond: l'Algérie, c'est qui est usuel. Et il rajoute derrière: et si les conditions me le permettent, j'irai en Libye. Et moi, j'ai entendu le mot Maroc siffler dans mon oreille, parce que quand on veut, dans son principe, construire le Grand Maghreb, ce qu'il a dit un peu, le Grand Maghreb économique, social, politique, on ne peut pas avoir cette non-lucidité de ne pas rajouter le Maroc après l'Algérie, parce que l'Algérie c'est traditionnel, ou après la Libye, parce que la Libye vit une crise. Alors la presse tunisienne a très vite compris, moi j'ai parlé à beaucoup de journalistes, et dit on va pas commencer à faire mal, parce qu'on sait comment la diplomatie marocaine va réagir déjà, donc c'est pas la peine de rajouter de l'huile donc sur le feu, mais tout le monde a regretté qu'il n'y ait pas les 3 phrases, ne serait-ce que parce que le président français va en Allemagne, le président tunisien va en Algérie, mais on ne peut pas occulter le Maroc, qui est quand même le 3e pilier de ce Maghreb. Bon. J'ai un petit regret quand même. Et les Mauritaniens, ils comptent pas dans l'histoire. C'est quand même 5 pays Maghreb. Pour les Tunisiens, les Algériens et les Maghrébiens, j'ai compris, et les Marocains, on va pas être hypocrites. C'est eux 3 qui sont le Maghreb. On prend bien la Libye avec nous, on prend bien la Mauritanie. Il y a l'Égypte qui tend la main, on verra. Mais c'est nous 3. Et dans cet axe-là de la libération nationale, d'ailleurs, où le mouvement a été créé en France, c'était le Maghreb central. Le Maghreb uni, les 3 pays du Maghreb. Gamal, justement, puisque tu as la parole, justement, l'énigme Kaïs Sayed, donc énumérée par Tarek Mami il y a quelques instants. Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est une chose pour laquelle il faut se féliciter? Ce qui s'est passé en Tunisie, on peut peut-être dire quand même, alors peut-être à tort ou à raison, je sais pas, peut-être qu'on a un des rares présidents arabes qui entend défendre la cause palestinienne, en tout cas la soutenir. J'ai même entendu dire, je sais pas si je me trompe là aussi, qu'il allait peut-être même poursuivre pour les gens qui collaborent avec Israël pour haute trahison. Oui. Ça, c'est un discours qui a des visées internes qu'on peut comprendre, ça fonctionne bien. Ça reste un discours, maintenant dans les faits, on verra ce qu'il donnera, mais quoi qu'il en soit, il y a une chose sur laquelle... La boutade tunisienne dit aujourd'hui dans le marché, Christophe, puisque vous nous y poussez, il faudrait bien qu'il commence par nettoyer sa propre montagne des terroristes qu'il infecte, du côté de Kasserine et sur la frontière algérienne. Et une fois qu'il a nettoyé ces terroristes-là, il pourra faire de la politique internationale.
Là-dessus, bon, je pense qu'on peut pas l'interdire de dire ça, mais par contre, là où je vais nuancer le propos sur une chose. Alors bon, je connais pas la Tunisie comme vous, évidemment, j'ai pas cette prétention. Par contre, une chose est certaine, je vais faire un rapport historique extrêmement fort, extrêmement violent, pour dire que ce qui est dit sur la question de l'économie, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'homme n'a pas exercé le pouvoir, c'est pas parce qu'il y connaît rien en économie qu'il va faire de mauvais résultats économiques. Et j'ai envie de dire qu'il est vierge de tout résultat économique. Et je prends un exemple très très violent, intentionnellement. Ça n'a rien à voir en termes idéologiques. Hein. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il a aucun programme économique. 6 ans après, il fait de l'Allemagne la seconde puissance mondiale, avec des méthodes qu'on peut critiquer. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a utilisé des méthodes extrêmement dirigistes pour y arriver. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, dans le cas d'Hitler, c'est une dictature absolue. Dans le cas du président tunisien, il n'a pas le pouvoir, parce que c'est un système parlementaire qui est extrêmement puissant et qui invalide toute décision si le chef de l'État les prend tout seul. Donc c'est vrai que sur la question, on va pas l'invalider parce qu'il n'a pas d'expérience politique ou économique, mais on peut pas lui donner un blanc-seing en disant c'est un type qui va réussir. Et c'est en ça que je dis que la Tunisie depuis 2011, il navigue à vue. La situation économique est largement dégradée. On a levé les lièvres. On s'est rendu compte que la Tunisie vivait mal à l'intérieur des terres. Et aujourd'hui, les Tunisiens ont parié sur un homme qui n'est pas. Et là, je suis content sur un point. Là où je rends hommage au peuple tunisien, c'est sur leur lucidité politique. Ils ont parié sur un homme qu'ils ne connaissaient pas sans doute, mais qui semblait être sympathique, un bon père de famille, contre un aventurier qui était en prison, je le rappelle quand même, et qui est l'affairiste à la Berlusconi tunisienne. Et entre l'un et l'autre, ils ont choisi le moins mauvais cheval. Entre la peste et le choléra, c'est ça? Pas du tout. Non, j'ai entre l'un et l'autre. Je ne pas la peste et le choléra, parce que je considère pas que ce soit la peste ou le choléra. Non, mais c'est beaucoup revenu aussi dans pas mal de. Mais là, je suis pas d'accord avec ça. Tunisiens. Hein. Non, je suis pas d'accord. Entre celui qui sort de prison et qui a un dossier long derrière lui et qui est un Berlusconi à la manque et l'autre qui a sans doute pas de grosses affaires derrière. Absolument. C'est pour ça que je dis un Berlusconi à la manque. Je préfère quand même un type qui a l'air un peu plus sérieux. Je crois que ce qu'il a emporté en Tunisie, c'est le mot un homme qui a des valeurs. Et un homme propre non corrompu. Absolument, c'est ça l'idée. Et la société tunisienne est complètement déchirée par la corruption à tous les étages, du rez-de-chaussée, du mec sur le trottoir, au chef d'entreprise qui paye pas ses impôts et qui ne les déclare pas. D'ailleurs, moi j'étais sidéré par une chose. Aujourd'hui en Tunisie, vous pouvez vivre sans passer par la banque. Ah bon? Comment on fait? Comme en Algérie. Tout en espèces. Tout en espèces. C'est bien. Philippe, ça te donne des idées? Et voilà. Et vous passez. J'y arrive bientôt. Non mais en Tunisie, c'est grave. C'est-à-dire que vous rentrez. C'est un retour en arrière, ça? C'est retour en arrière. Okay, et vous rentrez, par exemple, dans un supermarché, vous voyez quelqu'un acheter une télévision neuve. Ouais. 1500 dinars. Ouais. Le mec, il sort une liasse, il compte les billets. La caissière, elle encaisse, elle lui donne son truc, il sort avec. Vous rentrez dans une pharmacie, ça m'est arrivé. Vous achetez pour 70 dinars de médicaments. C'est énorme. Vous donnez votre billet, on vous rend la monnaie, on vous donne pas le ticket de caisse. Ah oui. Vous allez faire une radio pour vos poumons, ça m'est arrivé. Vos payes en espèces. Ils vont bien vos poumons, tout va bien? Ah oui, ça va. Non, mais ce côté-là. Non, alhamdoulilah. Non, mais il en même temps, il l'a fait en Tunisie, la radio. Oui, tout à fait, j'ai refait un 9. Alors, et c'est pour vous dire, donc voilà l'économie. En d'autres temps, c'était un peu mieux surveillé. Et puis surtout, Tunis et la Tunisie sont devenus des marchés à ciel ouvert. Tous les 3 mètres, vous trouvez quelqu'un assis avec une table qui vend des pois chiches, des trucs. Alors, les Tunisiens, en leur rendant hommage d'avoir choisi un président en quel ils croient qu'il va arrêter la corruption, sans passer à la mendicité, sans mendicité. C'est essentiel. C'est-à-dire, personne ne vous tend la main pour vous dire donnez-moi un dinar. J'ai une question à vous poser. Non, mais très direct. On vous tend un paquet de mouchoirs et on vous dit j'ai besoin d'un dinar. Donc vous me donnez le dinar, vous prenez le paquet de mouchoirs, vous me donnez le dinar et je garde le mouchoir. Et les gens donnent et ne prennent pas le mouchoir. Ah oui. Vous avez le cireur de chaussures qui vous dit c'est un dinar parce que j'ai besoin de vivre. Et si vous voulez pas que je touche vos chaussures, j'ai besoin d'un dinar. Ouais. Donc une espèce de mendicité intellectualisée, j'allais dire. On trouve ça ailleurs. Au Maroc, c'est pareil. Non, ailleurs, j'ai vu dans beaucoup de pays, je cite personne, on tend la main, on demande, on n'exprime pas. J'ai vu 2 ou 3 qui m'ont approché. Bonjour monsieur, bonjour. Ils m'ont raconté leur vie de malheur sans tendre la main, en disant à la fin, si vos moyens vous pouvez vous le permettre, 5 dinars m'aideraient aujourd'hui. Donc ça, j'ai pas connu ça sous Ben Ali, sincèrement, et à Tunis capitale. Mais j'ai une question, juste très court. Mieux vaut, aujourd'hui c'est l'aventure économique, oui. Mieux vaut une aventure économique ou une économie Trabelsi? C'est ça la question que je pose. Alors je vais vous répondre parce que les gens bien la disent... question. Non, c'est super. Les Tunisiens disent de temps de Trabelsi, il y avait une famille de corrompus. On connaissait les règles du jeu et on connaissait combien ça coûte. Et quand tu payes, le service est rendu. Aujourd'hui, ça s'est multiplié par 10 000. On ne sait pas combien tu payes.
on ne sait pas les codes, et quand tu payes, le service n'est pas rendu. Je réponds à votre question avec cette boutade, et je vous laisse choisir si c'est mieux avec la corruption de Trabelsi ou la corruption de 100 000 personnes. Philippe, t'as suivi un peu avec ce nouveau président, t'as regardé ce président d'ailleurs qui dans le débat s'est exprimé en arabe littéraire. Je m'interdis, non je t'arrête tout de suite, je m'interdis de suivre quoi que ce soit en Tunisie tant qu'ils continueront à mettre du poisson dans le couscous. Ah oui, c'est clair, ça c'est vrai. Tu as raison, j'en ai mangé au moins une dizaine. Ah oui, non, j'ai essayé de suivre. Et j'ai vu que c'était vraiment un débat passionnant. En tout cas, je rejoins ce que dit tout à l'heure Farid. C'est le peuple qui a décidé, dont un qui était emprisonné et qui a été libéré quelques jours avant, 3 jours avant. Quelques jours avant. Et donc ouais, ça c'est un petit Alors, peu. Alors on reviendra pas sur les conditions de l'incarcération. Non, on les a bien comprises. Même de la libération. Ah non, mais oui, exact. Pas normal, hein. Parce qu'il faut lire la décision de la Cour de cassation qui le libère. Sinon, Philippe, ça va? T'as un paquet de cartes là pour qu'on fasse une belote ou ça se passe comment dans cette radio? Donc Philippe, il va être dégoûté de venir le vendredi. Ouais, le vendredi c'est fini. Je vais aller au Jammer le vendredi. Ah non, signalez pas, arrêtez vos bêtises, je vais rigoler. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la Tunisie est en train de vivre un changement en profondeur extraordinaire, mais en même temps, tout le monde est un petit peu déboussolé. Il y a un no man's land terrible, et ils sont pris en otage entre des gens qui agitent le chiffon rouge et des gens qui ont vraiment le rouge dans les yeux et qui peuvent faire des actes ultra répréhensibles. Il faut dire que l'économie tunisienne était en grande partie alimentée par le tourisme. Et l'instabilité dans cette belle région et ce si magnifique pays qu'est la Tunisie va engendrer des conséquences dramatiques. Donc, je voudrais dire, sans être évidemment adepte de la théorie de ceci ou de cela, c'est que nous, les Européens et bien évidemment la France, parce qu'on a une vraie histoire avec le Maroc, l'Algérie, mais aussi la Tunisie pendant la période de la colonisation, c'est que par ricochet, on va avoir des flux migratoires terribles si la région là-bas est complètement déstabilisée. Donc je sais pas qui joue avec quoi, qui joue avec le feu, mais on a plutôt intérêt de faire confiance à ce peuple et aider ce peuple à s'émanciper, à vivre en totale liberté et à respecter ses choix. Bon, en tout cas, on va voir. Hein, maintenant, on est dans l'expectative, hein, Tarek. C'est ça. On est dans l'expectative, mais la machine doit tourner. Le président sera donc intronisé le 16 novembre. Oui, non, apparemment le mercredi prochain. Ah bon? Est-ce qu'il y a une règle encore dans ce pays en fait? Non, aucune. Voilà, d'accord. J'ai bien compris en fait. Non mais c'est au jour le jour quoi que ça se passe. Tout à fait. Pourquoi? Moi j'appelle ça la Samaritaine. Je l'ai dit à beaucoup de copains. Je dis la Tunisie c'est la Samaritaine d'hier. À chaque moment il se passe quelque chose. La tunisienne. Chaque chouka tunisien bien piquant. Ouais. Alors c'était le 16 dans le cas où il y aurait eu un recours contre son élection par son adversaire, M. Karoui. Et visiblement non. M. Karoui a félicité le président. Donc. Non, surtout, je pense qu'il a fait un geste politique, puisqu'il félicite le président, il sort un communiqué, et il déclare que pour le bien supérieur de l'État et de la Tunisie, il ne fait pas de recours. Quelque 26% quand même. Non, c'est pas le 26%. Je veux dire, le score normal, c'était 55-45. Pour moi, normal. Le score normal que tout le monde attendait, c'était 57. Ce qui est arrivé. Non, mais c'est pas pour 1000 raisons. On peut pas faire une campagne présidentielle en 24 heures pour la gagner. Bon, donc je reviens pas sur ça. Oui, mais ça l'a pas empêché d'être au second tour quand même. Non, mais il était au second tour sur la vague des sondages où il était devant Kais Saïed de loin, 10 ou 15 points de plus. Et donc c'est dans la foulée, quand il a été incarcéré, l'élection est venue très rapidement. C'est pour ça qu'il est passé au deuxième tour. Non, mais je pense surtout qu'il a fait ce communiqué pour dire au président, maintenant vous êtes président, vous êtes obligé de... Non, vous êtes obligé de me protéger en tant que président. C'est ça le message qu'il faut comprendre. C'est pour sa peau. Ah oui, pour sa peau, parce que mes deux adversaires, le Premier ministre actuel et Nada, me refoutront en tôle sans que la justice ne soit libre. Donc moi je fais rien et vous gueulerez pour dire non, je suis pas d'accord. Juste une info comme ça qui tombe de Salamitache, Mohamed Machmash aussi a démissionné. Ah, d'accord. Moi, j'ai une information aussi très importante. Du conseil régional à vous donner. Non, pas un conseil des villes. Non, mais sérieusement, messieurs. Le conseil présidentiel des villes. Il y a un pays dont on va beaucoup parler. Il y a des manifestations monstres de Liban. C'est de Liban avec déjà 2 morts. Et le slogan, c'est le même qu'en Tunisie en 2011. Al-Shab Yuri Isqat al-Nidam. C'est la formule de Tunis. C'est pas pareil.
Oui, non, mais c'est des Phéniciens. Ouais, alors, moi, j'ai une autre information, par contre. C'est violent, ça. Bah oui, c'est des Phéniciens. Moi, j'ai une autre Des Philistins, des Philistins. Vite. J'ai une autre information. Demain, notre amie, Madame Sahraoui Assina, qui publie, donc, le magazine Salama, organise une belle soirée. C'est donc, elle organise une rencontre avec, un écrivain, qui prend un pseudo Michel Saumon, La Valse des loups, et c'est une histoire très belle. Je vous conseille d'y aller. Je donne juste la date et l'endroit. Demain, 19 octobre à 14h30, 15 rue Jean Chauvin dans le 13e, métro bibliothèque, donc François Mitterrand. Oui. Voilà. Et donc je rappelle La Valse des loups, une après-midi autour d'un livre. Vous tapez, vous trouverez sur internet. Il n'y aura pas Manuel Valls, évidemment. Qui est à Barcelone. Oui, excusez-moi. Ouais, mais même de Barcelone, il continue à dire des bêtises. Ce matin, il était invité sur RMC. Ouais. Il a parlé. Par Skype ou physiquement? Non, par téléphone. Ah, c'est une loser. Oui. Manuel Valls. Bon. On dira un petit mot sur Balkany parce que quand même il y a eu des trucs. Et peut-être un mot sur les musulmans de France. Il vous reste quelques 2 minutes aussi. Ouais, mais il en reste, moi. J'ai j'ai annoncé. Donc vous m'aviez dit, je gère le temps. Oui, je gère. Je fais ce que je peux avec vous. Faut-il se plaindre de l'acharnement contre l'islam et les musulmans? Réponse dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, Farid Tamsamani, Gamal Abina, Philippe Bouriaki. Eh oui, ils sont là tous les 4 sur France Maghreb 2. Alors Tarek nous a fait un petit papier sur... Pourquoi je porte le voile? Non, vous le portez pas, vous, tout va bien. Pas encore. Pas encore. Attention. Détrompe-toi, d'un point de vue purement théologique, il le porte forcément. Parce que le voile, contrairement à ce que les gens pensent, commencez pas à mettre ça n'est pas du tissu, mais c'est philosophie, et il porte la pudeur en lui. Bon, Tarek. Merci. Mamie. Farid. Donc, le titre de votre papier, c'est? La question est, faut-il se plaindre de l'acharnement contre l'islam et les musulmans? Réponse, monsieur Mamie. Honnêtement, on peut se plaindre. Mais de quoi? On peut se plaindre de notre absence de solidarité, de notre inaction, de notre bigoterie religieuse, de notre ignorance des codes de la société dans laquelle nous vivons, de notre manque de représentativité politique et religieuse, de notre transformation en type digestif halal sans la production économique et juridique de la norme halal, de notre état d'esprit où l'émotion chasse la raison, de notre posture de victimisation sans chercher à remettre en cause ni à chercher à la comprendre, à la disséquer pour la résoudre, la renverser, au moins en partie, de notre irresponsabilité politique où les inscrits sur les listes électorales sont ultra minoritaires, les participants au vote encore plus et les engagés en politique encore plus, de notre sentiment de peu d'appartenance réelle à ce pays et de fantasmes de l'ailleurs, de notre manque d'implication globale citoyenne qui fait de nous, dans l'ensemble, des citoyens à la marge de la société qui exigent ses droits légitimes plus qu'ils ne pratiquent réellement ses droits constitutionnels. Je vous laisse une large partie que vous trouverez sur le site de la radio et je rajoute notre aveuglement. Et là j'insiste, de ne pas comprendre que la non-application de la loi de 1905 sur la laïcité en Algérie française et ses 3 départements a laissé macérer et infuser l'idée qu'hier comme aujourd'hui, la laïcité ne peut pas être appliquée au mieux pour la religion musulmane, il faut la dénoncer. Je ressaute un large paragraphe pour tomber par la chute, cher Christophe. On a de quoi se plaindre, mais tout en nous rappelant les derniers instants des derniers rois musulmans d'Espagne et Boabdil, qui se met, en quittant Grenade et l'Andalousie, à verser des larmes, et en rappelant les dernières phrases de sa mère, la sultane Aïxia, qui lui dit « Mon fils pleure maintenant comme une femme, ce royaume que tu n'as pas su défendre, comme une femme que tu n'as pas su défendre comme un homme. » C'est triste et malheureux. Mais voilà de quoi nous avons le droit, nous, de nous plaindre de nous-mêmes, d'être des spectateurs de notre vie et non des acteurs de notre vie. Invectus, comme disait Nelson Mandela, est-il encore d'être maître de notre destin? Si ce n'est pas pour nous, ça serait pour les générations qui viendront derrière. Drôle de situation pour des gens qui se targuent d'appartenir à une religion lumière et de savoir dans le premier verset dit Iqra, lis, comprend, interprète, devenu aujourd'hui pour l'immense majorité d'entre nous, répète et annonce.
Merci Tarek. Oui, bah oui, bah c'est le constat amer quoi, j'ai envie de dire. Constat un petit peu amer. Bon. Non mais j'ai bien aimé par rapport aux droits civiques. Ah oui. Ouais, inscrivez-vous et allez voter, arrêtez de pleurer. Exact. Bah, je vais vous parler comme un méchant, ça continue. Non mais la laïcité. Voilà, c'est ça qui est bien. Bon. Absolument pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un désaccord? Oui, mais c'est pas grave. Non, Il nous reste une minute pour en parler. J'espère qu'un jour. Non, moi j'ai une minute pour un quiz, moi. Ah oui, le quiz, c'est mieux. C'est plus bon enfant. Le quiz. On laisse Philippe gagner les gens, les mecs. Non, la loyale, s'il vous plaît. Justement, c'est pour talonner. Tu talonnes Absam ou pas? Bah ouais, mais ils m'ont bien triché. Non, ça s'appelle de la corruption. Arrêtez. Non mais comme on n'est pas solidaire en général, on va être solidaire aujourd'hui. Bon, première question, on se dépêche. Non, on joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Gamal, t'as aussi des choses à faire valoir. Ouais. Première question. Toutes mes questions ont un rapport évidemment avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 18 octobre. Quelle capitale européenne a ouvert son métro en 1919? Paris. Non. Bruxelles. Non. Berlin. C'est à Londres ou Paris ou la. Non, il n'y a pas que ça. En Europe, monsieur Ami. En Europe, il y a la. Combien il y a la 1919. La Russie. Vienne. C'est les 3 pays. Non, européenne. La Pologne. Vienne. J'ai dit européen. Vienne. Oui. Non. L'Espagne. La Russie. Espagne. C'est quoi? Madrid. Madrid. Bah c'est pour moi Madrid. Bah oui. Ah, la capitale. Ah bah oui. Allez, Il a dit la capitale. Gracias, muchas gracias. Alors ça c'est un point par inadvertance. Non, ouais, mais c'est un point quand même. Je suis désolé. À l'algérienne. Je l'ai eu à l'algérienne. Bon, deuxième question. On se dépêche. Je cherche une actrice, mais également chanteuse, multi-instrumentiste du groupe rock Rita Mitsuko, née en 57. Ringer. Qui l'a dit? Philippe. Non, à moitié à 3, mais vous pouvez la donner à. Non, j'ai dit Ringer, j'ai pas dit Catherine. Non, c'est Farid. Farid. Non, mais calmez-vous. Faites pas les. Moi, j'ai dit Ra, il a dit Ringer, et l'autre il a fait Catherine. Bon, c'est Farid. Un point pour Farid, un point pour Yaki. Troisième question. Attention, on y va. Quelle personnalité politique anglaise publie ses mémoires en 1993? Ah, t'as perdu un -1. Non. En 93? Tony Blair. Chamberlain. Non. Thatcher. C'est une bonne réponse, monsieur. Alors, un point d'un côté, un point de moins de l'autre. Ouais, Farid, je vais te perdre un Donc Farid, t'as 0 en fait. T'as 0. Voilà. Ça arrive. T'es pas à -1. Bon. Céline était à -1. Donc, on a toujours un point pour Philippe Bouriaki, et toujours aussi un point pour Gamal Abina, du coup. Un pour Gamal. Et là, il Madrid. Quelle question? Moi j'ai dit l'Espagne. Changement de numérotation, vous vous en souvenez tous, de la téléphonie française passant de 8 à 10 chiffres. En quelle année ce changement a-t-il eu lieu? En 2000. 92. Non. 89. Non. 92. 91. Non. 95. Non. 97. Non, c'était pas sous Mitterrand. 96. Effectivement, est une bonne réponse. Non, c'était en 96. Philippe, il fait toutes les. Philippe, sans pitié. 2. Attention. Le juste prix, j'ai dit juste prix, j'étais au top. Dernière question. Attention Philippe, je cherche un ancien député qui fait député d'ailleurs en 46. Aujourd'hui incarcéré. En 1954, il était président du Conseil pendant 7 mois d'ailleurs, et il est mort en 82. De Gamal France. Alain Poher. Pierre Mendès France, c'est une bonne réponse, monsieur Gamal Abina. Du coup, 2-2. 2-2. Rien ne vous départagera pour aujourd'hui. Quoi? Si, il faut une question subsidiaire. T'es malade. J'ai pas le temps. Quoi? Mais ça va pas, non, ça n'existe pas cette histoire. Je m'en fous. Il faut une question subsidiaire, juste pour les deux. Je suis en retard. Voilà. 2-2. Bah écoutez, ça fera bon. Alors Christophe, c'est impossible que je gagne, c'est impossible. Bah non, c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La coupe directe à Abdeslam, moi. Je m'en vais comme un prince. Ah oui, il a favorisé pour que vous. Mais vous gagnez pas aujourd'hui. Mais Philippe, t'as pas perdu, on a tous les deux gagné. Non, on n'a pas gagné. Il faut qu'il gagne pour qu'il se classe. Incroyable, incroyable cette manque de discipline. 2-2, c'est un bon score, un bon match nul. En tout cas, merci à tous les trous. 4 pour cette émission qui fut très riche, très variée. Absolument. On a parlé de culture, d'art, on a parlé politique, on a même parlé de Tunisie, c'était formidable. Et on n'a pas parlé de Balkany, tant pis pour lui. Dommage, mais bien la culture, j'ai adoré. Oui, en tout cas, Balkany, il a pris 5 ans. Ferme. Tant mieux. Et 10 ans d'hygiénité. Vous parlez pas comme ça de papa. Vous parlez pas comme ça de papa. Et Madame Balkany, 4 ans ferme, mais elle ne fera pas la prison. Elle est malade. Ah, bien maman. Elle n'est pas malade pour faire diriger la ville, par contre. Ouais, mais c'est maman. Mais par contre, il y a une place à prendre. Qui c'est qui va aller à l'Évalois de la ville? Moi, je reste à Orly. Je reste à Orly comme un morpion. Peut-être Tam Samani va y aller.
Farid, un très bon maire. Il a une belle veste. Farid, il a une veste qui fait la paire. Que Dieu me préserve. Allez, bon week-end à tous les quatre. Il faudra juste qu'il change de prénom. Comme ça, Mani, ça passe. Mais Farid, il faut qu'il trouve autre chose. Ouais, que Dieu me préserve. Franck, Johnny Samani. Johnny. François, ça. Bon week-end à tous. Dans un instant, Medjed sur France Maghreb 2 et à 20h par l'Islam avec Samir Abstam. Bon week-end tout le monde à lundi. Ciao. Le rappel de l'actualité, plutôt le journal de Sophie Tarence tout de suite. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. La mauvaise surprise pour les usagers de la SNCF ce matin. Peu ou pas de train dans beaucoup de gares en France. Conducteurs et contrôleurs ont décidé d'exercer leur droit de retrait. La direction dénonce une grève sans préavis. Les époux Balkany, déjà condamnés pour fraude fiscale, ont été reconnus coupables de blanchiment aggravé. Ils écopent de 4 et 5 ans de prison ferme. Et puis nous sommes à 2 jours du quart de finale France-Pays de Galles. Ça passe ou ça casse pour les Bleus. Les Bleus, outsiders pour cette rencontre, mais qui trépignent d'impatience. Littéralement, ça me fait chier, mais bon, ils ont peut-être leur raison de faire grève, mais moi, au bout d'un moment, je travaille. Sur l'application, il y avait rien écrit, du coup, on m'a dit que les applications n'étaient pas mises à jour. Et du coup, là, on attend 2 heures pour le prochain, quoi. Pas simple, hein, vous venez de l'entendre pour ces voyageurs rencontrés en gare de Toulouse-Matabio. Toulouse, où quasiment aucun TER n'a circulé aujourd'hui, comme à Nice, Rouen ou encore Nancy. Les conducteurs et contrôleurs ont décidé hier soir de cesser le travail suite à un accident survenu mercredi dans les Ardennes. Un train a percuté un convoi exceptionnel sur un passage à niveau. Les syndicats ont fait valoir leur droit de retrait au nom de la sécurité. Mais pour la SNCF, c'est tout simplement une grève illégale, car aucun préavis n'a été déposé, Marie Dompère. Oui, on est dans une véritable guerre des mots. Les syndicats sont dans leur droit en disant que ce n'est pas normal que le conducteur du train ait dû gérer la situation tout seul alors qu'il était lui-même blessé et qu'il y aurait dû y avoir des contrôleurs dans ce train. Mais la SNCF aussi, puisque le droit de retrait ne peut pas, en principe, s'assortir de revendications, sinon c'est une grève. D'ailleurs, Sudrail a utilisé le mot débrayage, ce qui prouve que la frontière entre les deux est quand même très floue. Des négociations sont en cours depuis ce matin. Le conflit peut aller jusqu'aux tribunaux. Mais ce qui intéresse surtout les voyageurs en cette veille de départ en vacances, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Et malheureusement, personne n'a la réponse à l'heure actuelle. Et au niveau des perturbations, ce soir, ça reste compliqué. La moitié des intercités et des TER sont supprimés. Les TGV vers l'ouest et le sud-est fonctionnent au ralenti. En région parisienne, 70% des Transiliens sont en circulation. Mais là aussi avec d'importantes disparités, les RERB et D étant les plus touchés. Une grève qui tombe mal en cette soirée de départ en vacances, premier week-end de la Toussaint. Bison Futé annonce du vert partout en France, à l'exception de la région Île-de-France où c'est orange ce soir. Vert partout samedi et dimanche, vous pourrez donc rouler tranquille. Dans le reste de l'actualité, les époux Balkany sont reconnus coupables de blanchiment aggravé. Le maire de Levallois-Perret, déjà incarcéré, condamné pour fraude fiscale, écope de 5 ans de prison. Il est néanmoins relaxé pour corruption. Son épouse Isabelle Balkany est condamnée, elle, à 4 ans de prison. Le tribunal a aussi prononcé 10 ans d'inéligibilité pour les 2 élus. Je vous propose d'écouter la réaction de maître Pierre-Olivier Sûr, avocat d'Isabelle Balkany, à la sortie du tribunal. C'est une condamnation très lourde, mais en sortant du tribunal, elle m'a dit « je suis vivante ». Et non seulement elle est vivante, mais elle est sortie la tête droite pour retourner à Levallois. Dans l'attente du retour un jour de son mari, évidemment, on a formé appel. Le combat judiciaire continue aujourd'hui. Il faut qu'il lui soit donné acte qu'il n'y a pas de corruption et qu'il n'y a pas d'argent public détourné. Des propos recueillis au micro de Boris Karlamov au Palais de Justice de Paris. Patrick Balkany, lui, n'était pas présent à l'audience. Il a refusé ce matin de quitter sa cellule. Les Européens se mêlent de la crise en Syrie. Lors d'une allocution à Bruxelles, Emmanuel Macron a annoncé une initiative commune avec Angela Merkel et Boris Johnson. Ils devraient rencontrer tous les 3 prochainement le président turc. Le rugby, demain débutent les quarts de finale de la Coupe du Monde. Au menu demain matin, Australie, Angleterre et Nouvelle-Zélande, Irlande. Le 15 de France défiera le Pays de Galles dimanche matin. Jacques Brunel a dévoilé sa composition d'équipe aujourd'hui. Une équipe sans surprise, avec Guirado en capitaine, Dupont et Ntamak à la charnière, Penaud et Huget aux ailes. Yoann Huget impatient de défier les Gallois et de retrouver le plaisir de jouer après 2 semaines sans match. Effectivement, c'est du plaisir maintenant parce qu'on a passé cette phase de poule qui s'annonçait compliquée.
on rentre dans une autre compétition où si on perd on rentre et si on gagne on continue, donc c'est assez excitant. On essaie de rester focalisé sur l'objectif des Gallois. On savait qu'on allait les jouer, ça monte petit à petit, on peut pas se permettre d'être des lions en cage et de tout lâcher 48 heures avant. On n'a qu'une envie maintenant, c'est de rentrer sur le terrain et de se lâcher parce qu'on a pas mal souffert et je pense que maintenant il faut passer à la caisse. Et c'est sur des matchs comme ça qu'on récolte un peu le travail que l'on a pu faire durant tout l'été. France-Pays de Galles, c'est dimanche à 9h15. Le dernier quart de finale opposera l'Afrique du Sud au Japon dans la foulée. Et puis le foot, le retour de la Ligue 1 ce soir avec une belle affiche entre Nice et le PSG. Rendez-vous à 20h45. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Excellente soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.